Un grand bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co. Je suis ravi de vous retrouver. Bonne rentrée à vous toutes et à vous tous pour l'ultra haute émission. On se retrouve tous les mois donc sur la chaîne Tech & Co pour évoquer toute l'actualité des séries, les films, toute l'actualité de la SVOD, des nouveaux médias, et on s'intéresse aussi aux plus belles images et aux plus beaux sons. Avec au sommaire donc pour ce premier UHU de rentrée, un été chaud pour la SVOD. Pascal Le Chevalier va tout nous expliquer dans un instant, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveautés du côté de Netflix, de Disney+, aussi, puis de tous les autres, on va revenir là-dessus. Le top 5 des séries par Sens Critique. Alors quelles sont les séries qui ont buzzé ces dernières semaines? On verra ça avec Guillaume Boutin. Notre invité de l'UHE pour ce mois de septembre, ce sera le patron de Gaumont Classique, une plateforme qui est dédiée aux vieux films en noir et blanc du catalogue Gaumont. Et puis on terminera par un petit hommage à la reine Elisabeth II qui est présente, vous allez le voir, sur diverses plateformes. Laure Poultier a recensé pour nous tout cela, ce sera en toute fin du HE. Merci d'être avec nous et bienvenue sur la chaîne Tech & Co. Alors bien sûr, ce rendez-vous, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Tech & Co, sur les box des opérateurs, mais aussi sur YouTube, sur la plateforme aussi RMC BFM Play. Là, vous pourrez retrouver la chaîne en direct, mais aussi tous les replays. Et on attaque tout de suite UHE avec l'actualité de la SVOD de ce mois. Et bien sûr, je vous présente la team du HE. Pascal Le Chevalier là. Salut Pascal. Salut François. Consultant chez What's Hot Media, spécialiste de toute l'actualité de la SVOD, des nouveaux médias. Et en face de lui, prêt à répondre à toutes ces attaques, c'est Guillaume Boutin. Salut Guillaume. Salut François. Cofondateur de Sens Critique, bien sûr, partenaire de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon été, les amis. On est ravis de vous retrouver. D'autant que là, on a une rentrée quand même assez chargée en matière de séries, de bonnes choses. Et dans l'actu, donc, tu nous le disais, et tu vas nous le rappeler encore une fois, on a vécu un été chaud dans le monde de la SVOD. Ça a bougé là. Ça a bougé dans tous les sens. Alors pas forcément dans le bon sens pour tout le monde, mais en tous les cas, il y a pas mal d'actualités. Les premiers à avoir connu quelques déconvenues, c'est Netflix. Alors on en a beaucoup parlé. Alors il y a pour nous deux infos. Ils ont officiellement annoncé qu'ils avaient 10 millions d'abonnés en France. Donc maintenant on le sait. Voilà. Donc vous en êtes 10 millions de comptes payants. Oui. Ou 10 millions de personnes. 10 millions d'abonnés. Non, mais donc 10 millions de comptes payants. 10 millions d'abonnés, oui. Par contre, ils en ont perdu 1,3 million aux États-Unis, donc il y a toujours une très très forte pression sur Netflix. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont en train de faire évoluer le modèle. Et donc très très rapidement, on va arriver début novembre avec une offre à prix réduit avec de la publicité. Et ça, c'est un peu tout ce qui s'est passé cet été, puisque dans le même temps, le principal opposant de Netflix, c'est Disney. Et Disney, avec ses 3 offres, on n'en a qu'une en France qui est Disney+, a dépassé Netflix en nombre d'abonnés totaux dans le monde, avec 221 millions d'abonnés, donc juste devant Netflix qu'on a 220, avec ces 3 services, Disney+, ESPN aux États-Unis et Hulu également aux États-Unis. Et là aussi, le 8 décembre, Disney va lancer son offre avec de la publicité. Donc la SVOD qu'on avait connue comme étant propre, c'est-à-dire on voit que des films et des séries, c'est tranquille, c'est sympa. Oui, un truc premium en quelque sorte. Un truc très premium, c'est en train de basculer vers le monde de la télévision et il va falloir qu'on se prenne de la pub. Alors Netflix a dit 4 minutes de pub par heure, on en reparlera. Mais ça va faire du monde et ça va faire encore une nouvelle compétition, mais pour apparemment le bienfait du consommateur, puisqu'on aura des offres moins chères dans un contexte inflationniste très très fort. Ça va peut-être faire revenir quelques abonnés. D'hyper-concurrence, parce que les portefeuilles des abonnés ne sont pas extensibles. Et la multiplication des plateformes fait qu'aujourd'hui, n'avoir qu'une seule offre à plus de 15$ ou 15€, ça va devenir de plus en plus compliqué. Voilà, c'est-à-dire que les gens vont peut-être se tourner vers ces offres, on va dire, en tout cas en partie financées avec de la pub, pour peut-être s'offrir plus de services, finalement. C'est ça. On va voir. Mais 4 minutes de pub par heure, c'est beaucoup moins que sur les chaînes broadcast. Alors, on est à combien? Aux États-Unis, on est à plus de 20 minutes, je crois. On a plus de 20 minutes. En France, on a 12. D'accord. Et puis, chez les autres streamers qui font de la AVOD,
Là, pour le coup, c'est open bar, donc c'est jamais... Parfois, il y a plus de pubs que de contenu. Il y a plus de pubs que de contenu. On exagère quand même. Voilà pour Netflix. Ce qu'il y a d'amusant dans cette histoire-là, c'est que c'est Disney qui avait déguidé le premier son projet de lancer de la pub, et c'est Netflix qui va lancer ce service avant Disney. Alors qu'il y a encore quelques mois, Netflix disait au grand jamais, il y aura de la pub. Au mieux début 2023. Voilà, alors d'abord, jamais. Et puis ensuite, 2023, on ne sait pas à quel moment, c'était en juillet. Là, il y avait une urgence à assurer la bourse, en fait. Il fallait assurer les investisseurs. Et je pense qu'il y a eu un pivot très rapide et qui était, à mon avis, essentiel pour que le cours arrête de baisser, en fait. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on attend, c'est le prix pour les abonnés. Donc, on parle d'un prix autour de $7. 6-7$, on verra. Donc, il sera transformé en euros, puisque 1 euro... égale $1 en ce moment. Enfin, on va bien voir tout ça. On va voir. Du côté d'Amazon Prime aussi, alors là, c'est pareil. Débauche de moyens. Open bar. On dépense sans compter. Donc, hier soir, Bloomberg a fait une analyse en disant que cette année, nos amis d'Amazon allaient dépenser plus que Netflix. Alors Netflix, apparemment, ils ont annoncé 17 milliards, mais pour l'année en cours, pour 2022, ça ne serait que 13 de dépensés en cash. Et Amazon, on arrivera à 15 milliards. Alors évidemment, avec la série dont tu parleras tout à l'heure, qui a coûté plus d'1 milliard au total, donc 250 millions de droits pour acheter... le Seigneur des Anneaux. Voilà, les droits Tolkien, en fait. Droits Tolkien. Donc ça, c'est les Anneaux du pouvoir, bien sûr. Bon, on en parlera longuement tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est une série de tous les records, en quelque sorte. Ouais, et ce qui est paradoxal, c'est qu'on sait que les plateformes qui sont déjà installées commencent à saturer en recrutement d'abonnés. Et donc, il y a des licenciements, il y a des économies qui sont faites à droite et à gauche. Et là, Amazon arrive, ne regarde rien et pilonne. Donc, c'est aussi... un gros mouvement à suivre. Parce que la clé du succès de ces plateformes, je vais enfoncer une porte ouverte, mais ça reste les programmes. C'est les contenus aujourd'hui qui font qu'on génère l'abonnement. Et des programmes, des contenus emblématiques en fait. Et c'est d'où le succès de Disney est en grande partie lié à ses licences, évidemment Marvel, Star Wars, Pixar, etc. À la différence de Netflix, qui ne s'appuyait pas sur les mêmes licences, qui achetait beaucoup de titres des catalogues de ses nouveaux compétiteurs. Aujourd'hui, Netflix doit aussi se construire une image. Et on l'a aussi vu hier soir avec les Emmy Awards. Netflix n'est pas reparti avec beaucoup de prix parce que justement, ils vont peut-être rentrer dans une phase où il y a un déficit d'image qui est compliqué à combler. Et ce qui veut dire qu'il va falloir aussi qu'ils fassent un saut qualitatif encore plus important pour pouvoir rivaliser avec les copains. Ou qu'ils rachètent des studios. Ou qu'ils rachètent. Tiens, en parlant de rachat de studios, quand la MGM arrivera sur Amazon, ça va faire mal là aussi. Oui, alors on ne sait pas comment ça va être intégré, on ne sait pas comment les bonds non plus seront mis et utilisés. Alors, MGM, attention, c'est aussi un peu de nouveautés et un très très gros catalogue. On sait par expérience que les gens qui sont sur ces plateformes aujourd'hui recherchent beaucoup la nouveauté. Ils sont plutôt friands de nouveautés. Et puis même si on veut faire des équivalents, il faut rappeler quand même le rachat de Fox qui était de 70 milliards, pas de bêtises. MGM, c'était 5 milliards. On n'est pas sur Fox racheté par Disney. Et même d'ailleurs, on dit que MGM a été surpayé par Amazon puisque la valo normalement de MGM était à 3,5-4. Et que... Mais ils l'ont déjà déclassé dans les comptes. Bah oui, et Amazon est arrivé... Apparemment, il y a eu un message qui a voulu être envoyé en disant on s'en fout, on rachète. Vous avez bien compris que c'était nous sommes les patrons maintenant du truc. Ouais. Et dans l'actualité aussi de cet été, c'est Sky Showtime qui arrive en Europe. Alors Sky Showtime arrive en Europe. Alors qu'est-ce que c'est que Sky Showtime ? En fait, c'est un deal entre Comcast qui détient NBC Universal et Paramount. Et donc ils ont mixé les deux catalogues pour être très très forts dans les pays nordiques. Et dans les pays d'Europe de l'Est dans lesquels le groupe Sky n'est pas présent. En l'occurrence, aujourd'hui, la chaîne Sky est présente uniquement en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Eux reprennent Paramount+. Et alors, il y a un pays qui se retrouve isolé de toute cette stratégie, c'est la France, puisqu'on n'aura ni Sky Showtime, ni Sky, et on récupérera Paramount+, d'ici la fin de l'année, on n'a pas encore la date. Décembre. Qui sera donc une offre de SVOD nouvelle, basée uniquement sur le catalogue Paramount. Et qui sera sans doute distribué par Canal, non ? Oui, tout à fait. Et distribué en exclusivité même. En OTT, en standalone comme Disney, on peut s'abonner directement sur le site Paramount+, et évidemment dans le cadre d'opérations bundle avec Canal+. Très bien. Et
pour terminer, peut-être parler aussi de Pathé avec Jérôme Sédou qui a annoncé l'introduction en bourse de Pathé en 2024. Alors, en fait, il a annoncé 2 choses. L'introduction en bourse en 2024, donc on a le temps, on en reparlera, mais surtout le fait qu'il a confirmé ou officialisé le lancement de sa propre plateforme de SVOD. Et cette plateforme existe déjà actuellement aux Pays-Bas, qui s'appelle Pathé Suisse. Et donc une version française devrait voir le jour dans les mois qui viennent. Et on peut dire que c'est en écho à ce que l'autre grand studio français a fait, qui est Gaumont Classique. Oui, qu'on découvrira tout à l'heure. On découvrira tout à l'heure. Et donc les 2 grands studios français vont être présents sur le marché de la SVOD avec probablement, en ce qui concerne Pathé, plutôt une orientation sur les nouveautés et sur les films qu'ils ont dans leur catalogue. Et là, pour le coup, des films en couleur et récents. Et avant de retrouver Guillaume pour le top 5 des séries qui ont buzzé ces dernières semaines, un mot aussi sur Top Gun, qui, voilà, tu voulais en parler parce que Top Gun Maverick, c'est vraiment un succès incroyable en fait. Succès incroyable mondial. Alors, plus gros succès pour Tom Cruise, 6e film historique au box-office américain. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Alors, parce qu'il est ressorti, et ce qu'on se demande, c'est alors, quand va-t-on l'avoir en SVOD ? Je vous rappelle que nous sommes en France, donc avant de l'avoir en SVOD, un jour, peut-être sur Paramount+, on va d'abord l'avoir sur Canal. Et même avant. D'abord en VOD. D'abord en VOD. Dès le 22 septembre, je crois. Le 5 octobre, à la location. Puis ensuite, dans la foulée, en DVD, dans des éditions sympathiques. Donc ça, c'est pour les gens qui aiment le physique. Canal+, et puis, dans un délai qu'on ne connaît pas encore, en SVOD. Mais c'est aussi pour dire qu'il y a une chronologie en France et que la SVOD n'est pas toujours le premier point d'entrée pour les grands hits. 1,4 milliard de recettes pour Top Gun, 6e film le plus rentable de l'histoire du cinéma aux US. Et ce qui est marrant, c'est que ce film a à la fois, il coche toutes les cases, succès public, succès critique. Nous, en termes d'AI, c'est très bien noté chez nous. Alors bon, c'est pas le genre de film. Oui, bon. Mais on le retrouve partout. C'est-à-dire qu'on est vraiment c'est le film qui a coché toutes les cases. Qui est complètement intergénérationnel. C'est-à-dire qui plaît aux jeunes, mais qui plaît aux moins jeunes, qui ont vu le premier au cinéma et qui étaient heureux de retrouver un petit peu cette ambiance qui nous avait marqué. Moi, je me souviens, j'étais ado quand j'étais allé voir le premier Top Gun. C'était quelque chose quand même. Merci Pascal, tu restes là, puisque maintenant, on va, avec Guillaume, s'intéresser aux séries qui buzzent le plus sur Sens Critique. Et le suspense, c'est dense. Quelles sont les séries qui cartonnent actuellement ? Enfin, quand je dis le suspense, c'est dense, on va commencer par le match du moment. Et c'est intéressant. Netflix n'est pas dans ce match-là. Non, c'est rare. Mais c'est même pas le match du moment. En termes de série, on peut quasiment dire que c'est le match de la décennie. C'est peut-être le plus grand match qui ait jamais eu en termes de série. Non, pour toi, c'est le match de la décennie ? Avoir deux licences aussi fortes qui s'affrontent, qui sortent au même moment, j'ai pas de mémoire, j'ai pas d'équivalent. Parce que faut pas oublier de quoi on parle. Donc, on parle évidemment des Anneaux du Pouvoir, dérivé du Seigneur des Anneaux. Sur Amazon. Sur Amazon, tout à fait. Et House of the Dragon, préquel de Game of Thrones, dirigé sur HBO et donc OCS en France. Alors, il faut quand même voir qu'on est sur 2 licences de l'entertainment qui sont assez hallucinantes. En gros, si on parle de House of the Dragon, donc Game of Thrones, c'est tiré de l'œuvre littéraire cultissime de George R. Martin. J'ai pas les chiffres de vente, mais c'est colossal. Qui va donner donc Game of Thrones. Game of Thrones, c'est la série de tous les records. C'est la série la plus vue, la plus piratée, la plus récompensée. Il faut savoir que Game of Thrones a même changé les habitudes en France, puisque c'est suite au piratage, puisque à l'époque, les séries étaient diffusées aux États-Unis et un petit peu après en France. Le plus 24 ou le temps réel qui a été lancé par OCS vient des premiers épisodes de Game of Thrones, puisqu'il y avait une telle déperdition entre le moment où c'était diffusé aux États-Unis et la France que tout le monde avait eu le temps de le pirater, de le regarder. Et c'est là où OCS a créé, s'est positionné sur ce plus 24. C'est malin d'ailleurs. Réel. Ça a dû être c'est du boulot. Et ça a dû être un sacré deal parce que. Plus 24, on l'a lancé en 2007 avec Universal et Disney sur les séries de TF1. Ah oui, c'est vrai que... Avec Lost en particulier, qui était à l'époque très populaire, mais c'était de la télévision. Et donc, il y avait un an de décalage entre la diffusion US et la diffusion télé. Et donc, on avait profité justement de pouvoir récupérer les éléments très très vite auprès des studios et on diffusait en même temps que ABC. Mais après, ça s'est vraiment popularisé effectivement avec... et ça, c'était un service payant, c'est-à-dire qu'en fait, sur TF1, c'était TF1. Alors, c'était TF1 Vision.
Voilà. Alors TF1 diffusait la série, mais avec un an de décalage. Un an de décalage parce que c'était du dubbing, c'était du doublage. Et par contre, on l'a diffusé en même temps qu'aux États-Unis, avec les sous-titres. Ça va être un sacré boulot. Et donc, à côté de Game of Thrones, voilà, vous l'avez compris, là, une énorme licence. Une autre énorme licence qu'on ne présente plus, donc le Seigneur des Anneaux. À la base, donc, une œuvre littéraire de Tolkien, évidemment cultissime, référence, et même, on peut même dire que Tolkien a quasiment inventé le genre fantasy. Les films, c'est là aussi la trilogie de tous les records. C'est plus de 3 milliards de recettes au total sur ces trilogies. C'est 17 Oscars, j'avais oublié, mais 17 Oscars, dont 11 pour le dernier. C'est incroyable. Donc on est quand même sur des choses assez incroyables. La mise en place de cette série aussi, ça n'a pas été simple. T'en parlais tout à l'heure, Pascal. Amazon a déboursé 250 millions de dollars et en fait a volé la série HBO, parce qu'au départ c'est HBO qui voulait cette série. Ils ont fait qu'il y avait une compétition entre eux. Tout à fait. Mais ils ont fait, voilà, c'est le quoi qu'il en coûte. Ils ont bien fait parce que HBO se serait retrouvé avec Game of Thrones plus Le Seigneur des Anneaux. Ça aurait été, ils auraient été contents parce que mine de rien, voilà. Et après, est-ce qu'ils auraient pu investir autant finalement ? Là, je t'avoue, je sais pas, je connais pas assez bien après, c'est le groupe Warner. Enfin voilà, HBO, c'est pas non plus. Ils auraient peut-être pu. Après, je pense qu'ils ont aussi fait un calcul, une équation peut-être qui rentrait pas, puisque même pour continuer sur les chiffres un peu fous, c'est 1 milliard de dollars pour l'ensemble des 5 saisons, dont 450 pour la première saison. Là aussi, record. Bref, on est sur les séries de tous les records, donc c'est pour ça que je te disais, c'est vraiment, on n'a jamais vu ça, 2 énormes séries comme ça qui sortent au même moment. Qui s'affrontent vraiment, c'est pour ça qu'on est vraiment sur un match. Et on va essayer de faire un premier résultat, on va essayer de donner un peu des premiers éléments. Alors, ça reste encore à relativiser un petit peu, puisqu'il n'y a eu que 3 épisodes encore sur pour le Seigneur pour les Anneaux du Pouvoir. Il y en a eu 4 sur 10 pour House of the Dragon. Donc, ça peut évoluer. En termes de popularité... Mais c'est déjà pas mal, 4 épisodes. On a quand même, on arrive à avoir une petite âme de la série, quoi. Tout à fait, ça donne une tendance. Alors, en termes de popularité, pour l'instant, c'est plutôt les Anneaux du Pouvoir qui est devant. Pareil, Amazon a annoncé record 25 millions de spectateurs sur le premier épisode, je crois, dans les 48 premières heures, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, on est encore sur les records. Donc, il y a eu plus de public pour regarder les Anneaux du Pouvoir. Après, la promo aussi, c'est assez intéressant. Amazon a beaucoup plus investi, en France en tout cas, que OCS sur House of the Dragon. Bon voilà, OCS et Amazon ne jouent pas dans la même cour en termes de budget. Donc en termes de popularité, on va dire aujourd'hui 1 point aux Anneaux du Pouvoir. En revanche, en termes de retour d'avis spectateurs, là pour le coup, le match pour l'instant est gagné haut la main par House of the Dragon. En gros, les Anneaux du Pouvoir, alors déjà, les Anneaux du Pouvoir étaient évidemment attendus au tournant. Il y a les fans de la saga littéraire, les fans de la trilogie, etc. Et puis c'est une œuvre tellement dingue qu'il ne faut pas y toucher, quoi. Donc déjà, ils partaient de toute façon avec... les mecs les attendaient comme ça. Après, alors, les retours qu'il y a, et pas que sur Sens Critique, pour le coup, c'est assez global. Pour l'instant, le scénario a du mal à décoller. Beaucoup d'argent mis dans les images, en CGI, etc. Mais... pour l'instant, le scénario avance pas. La CGI, notamment, il y en a beaucoup, et peut-être trop, et ça se voit peut-être un peu trop à l'écran. Qu'est-ce que tu appelles par CGI ? Les effets spéciaux, les fonds bleus, pour caricaturer. D'accord. Et le problème, c'est quand ça commence à se voir à l'écran, c'est jamais bon. Et pourtant, Dieu sait s'ils avaient des moyens. Ils ont en plus eu, alors, ce qu'ont beaucoup de séries en ce moment, pas que, mais les polémiques wokisme. Voilà, on introduit des personnages de couleur, etc. Et ça, on est encore, même si on est en 2022, ça reste toujours un sujet. Pinocchio sur Disney, elle a vécu récemment avec la fée, une fée noire. Donc, pareil. Ça a été, d'accord. Tout à fait. Et après, je pense qu'il y a aussi une perception de Amazon, le grand méchant. Donc on aime bien taper de toute façon sur Amazon. Ça a même été un problème pour Amazon. Il y a un petit gate, Amazon Gate, puisque au début, Amazon a supprimé les mauvaises notes sur sa plateforme, sur Amazon et sur IMDb qui appartient à Amazon, pour rappel, au prétexte qu'ils étaient victimes d'une cabale des anti-wokistes. Voilà, bon, en vrai, il y a déjà eu beaucoup les anti-wokistes sont assez véhéments sur les réseaux. C'est pas la première fois qu'ils tapent sur une série. C'est un vrai précédent, parce qu'IMDb, qui est quand même considéré comme la référence mondiale, là, franchement, ça a fait beaucoup parler. Voilà. Et à l'inverse, House of the Dragon, pour terminer, donc chez nous, par exemple,
Le Seigneur des Anneaux, 5,8 sur Sens Critique, c'est pas mauvais, mais c'est pas du tout à ce qu'on pouvait attendre, pardon. Surtout pour une série qui a coûté 750 millions de dollars. Après, ils se remettront la note de Sens Critique. Je pense que tout le monde la regardera de toute façon, même si on dit que c'est mauvais parce que voilà. Et House of the Dragon, bien meilleur, 7,2. Donc c'est vraiment une bonne note. On est encore loin quand même de Game of Thrones qui cumule à 8,2. Et voilà, dans le top 5 de toute façon de toutes les plateformes de notation. Mais là encore, tu dois avoir des férus, des fans de Game of Thrones qui doivent crier au scandale. Mais non, justement, ils disent que c'est plutôt bien. C'est plutôt d'accord. Ouais, justement, c'est plutôt respectueux. Ouais, tout à fait. Les enjeux sont au rendez-vous. Voilà, on retrouve les dragons. Toujours ce girl power un petit peu, qui était sous-jacent, on va dire, dans Game of Thrones, et là, qui est vraiment poussé. Voilà. Une bonne qualité de réal. Voilà. Après, est-ce que la série va marquer ? Je pense qu'elle ne marquera pas autant que Game of Thrones, à mon avis. Bon, déjà, parce que c'est toujours dur de recommencer. On ne peut pas être 2 fois premier, c'est pas possible. Mais voilà, donc pour l'instant, en termes d'avis, House of the Dragon gagne, mais en termes de popularité, la machine du Seigneur des Anneaux écrase tout sur son passage. Et puis il y a quand même quelque chose de fabuleux, c'est que c'est plus de la télévision. Ce sont des plateformes. Alors en France, c'est OCS parce que c'est une chaîne de télé, mais aux États-Unis, c'est comme HBO Max. Même si c'est diffusé sur HBO, le trend, il est quand même tiré par HBO Max. Donc c'est 2 plateformes qui se battent et c'est plus les chaînes de télé qui ont la primeur de ces grandes séries. Et ça aussi, c'est un vrai bouleversement parce que quelque part, ça déclasse. C'est attendu quand même. Il y a une tendance sur. Bien sûr. Ça va comme ça, de toute façon. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'on n'attend plus maintenant un horaire bien précis, sauf pour le premier épisode en fait qui était mis en ligne à une heure bien précise. Et là, les gens attendaient en fait. En France, c'était 3h du matin, si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment les. Mais aux US, il y a eu un pic dès qu'en fait la série a été mise à disposition. Et pour l'anecdote, les derniers épisodes de Game of Thrones, pour le coup, en France, ont été à 3h du matin, ont été hyper suivis. Ils ont battu des records d'audience. Les gens se levaient, bien sûr, comme. C'était les derniers épisodes de Game of Thrones. Et voilà. Forcément. Et pourtant, Dieu sait s'ils ont déçu. Oui, c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, si on continue dans ce top 5, tiens, une série qui est sur Arte. Et ouais, on change complètement de registre. On va un peu plus sur la série auteur, un petit peu plus exigence, française. Arte qui nous a habitués quand même à beaucoup de séries très quali, avec des propositions assez originales. Et là, vous allez voir, d'ailleurs, il y a un truc très original dans cette série, j'y reviendrai après. En 2 mots, Les Papillons Noirs, ça raconte les déboires d'un jeune auteur en manque d'inspiration, qui est interprété par Nicolas Duvauchel, artiste torturé, qui a fait son premier roman, et puis bon, panne d'inspiration, et qui va accepter en fait de rédiger les mémoires d'un ancien tueur en série. Alors il le sait pas tout de suite, mais je ne spoil pas, on le sait assez rapidement, interprété par Nils Arestrup, voilà, qu'on ne présente plus, très immense acteur. Et en fait, on va remonter le cours de la vie de ce tueur en série, avec comme toile de fond une histoire d'amour, parce que c'est avant tout une histoire d'amour, assez folle, passionnelle, complexe. C'est une série qui est assez dark, qui est assez dérangeante, et alors avec une très belle réal qui est saluée par beaucoup de nos utilisateurs, parce qu'il y a une vraie plongée dans les années 70, un vrai soin au traitement de l'image. Souci du détail. Ouais, puis on est vraiment immergé dedans. Alors, donc on a des très bons retours dessus, 6,8, ce qui est vraiment très bien pour une série française. Il y a eu un petit peu de promo, mais pas plus que ça. Et elle a vraiment, il y a un très bon bouche-oreille dessus. Pour l'anecdote, c'est assez amusant, parce que donc, dans la série, Nicolas Duvauchel rédige en fait le livre des mémoires de tueurs en série. Et bien, ce livre sort en ce moment en librairie. Le livre en fait de la série, il est écrit par Gabriel Katz. Donc c'est assez amusant parce qu'on crée comme ça un lien. Le meilleur outil promotionnel du livre, finalement, c'est la série. Ouais, puis moi je trouve ça marrant de créer un lien entre la fiction en fait et la réalité. C'est assez marrant. Et ça, c'est très Arte. Toujours chercher des petites choses comme ça. Ils sont assez. Moi, je suis assez admiratif de ce qu'ils font en général en marketing. Et en gros, pour conclure, je vais vous citer la citation d'Amaury Boite-Vacher. On a toujours des bons noms d'users chez nous. Et ça résume assez bien la série. La série dépeint avec justesse cette addiction irrépressible, ce passage en éclair entre haine, fracas, jalousie, sexe, brutalité, passion et connivence. Voilà, avec ça. Pas mal. Vous êtes bien. Et en plus, tout ça, c'est gratuit. C'est ça qui est top. Tout à fait. Merci Arte. Merci Arte. Non, mais franchement, sincèrement, si vous avez une télé connectée ou téléchargez l'appli Arte, il y a forcément du contenu. Films, il y a des documentaires culturels qui sont excellents. Même si vous aimez la musique, il y a plein de choses super. Franchement, je vous invite à jeter un peu un œil à cette offre qui est très très riche.
On va quand même s'intéresser à Netflix, avec là aussi The Sandman, qui est une série qui a fait parler d'elle. Et qui a bien marché, j'ai l'impression. Ouais, on va dire que c'était la grosse sortie de l'été pour Netflix. Alors, c'est pas une énorme sortie, ils n'ont pas énormément communiqué dessus. Après, alors, sur Sens Critique, il faut voir que ce type de série est hyper attendu, puisqu'en fait, c'est tiré d'une BD cultissime, de sortie début 2010, créée par Neil Gaiman, qui est une référence dans l'univers, dans cet univers. C'est un roman graphique, pardon, c'est pas une BD, je vais me faire insulter derrière. C'est une BD en plus qui était réputée un petit peu inadaptable, et donc c'est vrai que là aussi Netflix était assez attendu. Netflix a loupé quand même pas mal d'adaptations. Et ben là, c'est un joli succès avec un 6,8. Et je répète qu'il y a d'autant plus de valeur que là aussi, c'était vraiment attendu par les fans, et les fans sont plutôt contents. Déjà, parce que la série respecte vraiment l'œuvre de Neil Gaiman. Alors après, il a participé à la production. En gros, la série traite les 2 premiers tomes en fait de la saga. Elle est très fidèle à la BD. Alors, en 2 mots, honnêtement, elle est hyper difficile à résumer. Je vais vous dire 3 lignes. En gros, on y suit en fait Morpheus, qui est le seigneur des rêves, qui est retenu prisonnier un peu par erreur pendant un siècle et qui va s'évader pour redevenir le maître des songes. Et sur toile un petit peu, sur fond un petit peu de vengeance. Voilà. Et en plus, c'est un scénario qui est très très riche. Il y a beaucoup de rebondissements. Alors là aussi, on revient toujours, et c'est assez amusant ça, on a toujours ces débats sur le wokisme, puisque dans une partie de la série, il y a une forte tonalité LGBT. Et là, hop là, voilà. Tout de suite, ça devient... Oui, les armadas se jettent encore sur ce truc qui paraît assez fou, mais c'est toujours là. Et voilà, je conclurai là aussi par une autre citation d'un de nos users, Éric de Barneau, qui pour une fois a un pseudo intelligible, c'est rare, mais qui résume assez bien la richesse. On passe ainsi de la fantaisie un peu enfantine au mélodrame amoureux, du fantastique gothique délirant à la parodie absurde, et au final, c'est assez rafraîchissant. Mais c'est une série qui a nécessité des moyens. Alors Netflix n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais ça a dû leur coûter un beau billet quand même, parce que il y a pas mal de prod, c'est assez ambitieux. C'est assez léché, enfin avec de jolis costumes, etc. Pour terminer ce top 5, on reste toujours sur Netflix. Oui, alors avec un truc beaucoup plus classique, on va dire que c'est la série française de rentrée, un peu dans la lignée de Planqueur, en gros, globalement. Donc ça s'appelle Détox, je ne sais pas si je l'ai cité. Voilà, on va suivre 2 trentenaires qui décident de couper complètement avec le digital pendant 30 jours. L'une pour oublier son ex, l'autre pour oublier un bad buzz qui lui est arrivé. C'est une série qui dépeint un petit peu notre époque. Bon, c'est assez moderne, c'est assez rigolo. Chez nous, c'est 5,5, c'est une note moyenne, mais pas sanction pour ce type de programme. En gros, ça se laisse regarder gentiment, c'est assez marrant. Voilà, donc on peut y aller pour se détendre entre 2 séries plus exigeantes. Oui, entre Les Anneaux du Pouvoir et House of the Dragon, vous faites Détox, par exemple, qui porte bien son nom finalement. Merci beaucoup Guillaume pour cette sélection. Guillaume, cofondateur de Sens Critique. Donc, vous restez avec nous. Messieurs, on accueille tout de suite notre invité et on va découvrir le service de VOD de Gaumont, Gaumont Classique. L'Ultra Haute Émission, donc, avec notre invité qu'on accueille maintenant, Maxime Gruman nous a rejoint. Bonjour Maxime. Bonjour François. Merci d'être avec nous dans l'Ultra Haute Émission. Je vous présente, est-ce que j'ai besoin de vous présenter Pascal Le Chevalier et Guillaume Boutin qui sont là? On a la chance de se connaître. Eh bien voilà. Alors Maxime, vous êtes en fait le directeur vidéo et VOD chez Gaumont. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter un service de SVOD qui s'appelle Gaumont Classique et qui, comme son nom l'indique, va trifouiller dans les fonds de catalogue de Gaumont pour retrouver un peu toutes les pépites. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce service Gaumont Classique? Oui, très bien. Alors Gaumont Classique, c'est un service qu'on a lancé le 10 mai dernier, donc c'est encore tout récent. Assez frais. Assez frais. C'est, comme vous l'avez dit, un service de vidéo à la demande par abonnement qui, il me semble que c'est une première mondiale, est exclusivement consacré au cinéma en noir et blanc. D'accord. Évidemment, son nom l'indique, Gaumont Classique, les films du catalogue Gaumont. Ok. L'offre, on a essayé d'être sur une lisibilité assez évidente pour l'abonné. C'est 5 € par mois TTC sans engagement ou bien 50 € par an, ce qui vous permet de bénéficier de 2 mois offerts. Alors j'y suis là, hein, messieurs, j'imagine que vous êtes abonnés à Gaumont Classique. Hein, Guillaume, Pascal, forcément. De fait. On a quand même les Barbouzes, enfin il y a des films mythiques. Toujours récents les Barbouzes. Combien de films retrouve-t-on sur cette plateforme aujourd'hui? Au lancement, on voulait une offre assez exhaustive, donc on est parti sur une base de 200 films,
200 longs métrages en noir et blanc, plus des suppléments éditoriaux pour accompagner un peu les films, pour ceux qui avaient envie de prolonger l'expérience et de se plonger un peu plus dans ces films. C'est quoi ces suppléments éditoriaux, justement? Alors, dans un premier temps, c'était la déclinaison de tout ce qui a été fait par Gaumont Vidéo depuis des années autour des éditions en vidéo physique, sur DVD et Blu-ray, où les films sont souvent accompagnés de bonus, de suppléments. Donc là, on peut avoir des entretiens, entretiens interviews, quelquefois des making-of d'époque, plus rares pour les films en noir et blanc, des images d'archives, ce genre de choses qui permettent donc de prolonger l'expérience des films. Et puis la promesse était et est toujours d'ajouter régulièrement des films. Notre objectif, c'est d'ajouter environ une cinquantaine de films par an sur la plateforme pour éditorialiser la plateforme, comme on peut le voir là sur les écrans. Et donc vous citiez les Barbouzes. Les Barbouzes, c'est un ajout tout récent de la fin du mois d'août. C'était pour le cadeau de la rentrée, on va dire. Voilà, alors on trouve bien sûr un Saint-Jean d'hiver, enfin tous les grands classiques avec beaucoup de gabins. Qui est intéressé par cette offre aujourd'hui? C'est vraiment, vous vous adressez aux cinéphiles? Alors, on s'adresse évidemment aux cinéphiles. L'objectif, c'était d'aller cibler des personnes qui aujourd'hui ne sont pas ou plus équipées de lecteurs DVD ou Blu-ray. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un pan de la population qui sait ce qu'est le DVD, j'espère, mais n'en est plus équipé. D'autant plus qu'aujourd'hui, dans les box des fournisseurs d'accès Internet, il n'y a plus de lecteurs DVD et Blu-ray, alors qu'à une époque, en 2010, il me semble qu'en Free avait lancé. Oui, il y avait un lecteur Blu-ray à l'intérieur. Le Blu-ray, c'était un peu c'était la révolution, Freebox Révolution. Voilà, en fait, il n'y a que la PlayStation. Et encore, sur la nouvelle PlayStation 5, il me semble. Il y a une version digitale. De base, elle est sans lecteur. Donc aujourd'hui, on voulait cibler cette population-là parce que les films en noir et blanc, malheureusement, ont un déficit d'exposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez les retrouver. Tous les films présents sur la plateforme sont disponibles aujourd'hui sur vidéo physique, DVD ou Blu-ray, restaurés, pas restaurés, ils ne sont pas tous restaurés. Maintenant, si vous voulez voir sur les plateformes de SVOD mondiales, il y en a assez peu, sauf celles qui sont très spécialisées sur les thématiques classiques comme Mubi. Mais quand vous voulez voir des Netflix, films, en gros, va pas s'ennuyer à Netflix, Amazon ne cible pas, ou peu en tout cas, les films noir et blanc français. Et surtout, ce sont toujours les mêmes qui sont plébiscités. Idem pour les chaînes de télévision, si on prend les chaînes hertziennes historiques gratuites, les films noirs et blancs qui passent dessus, de notre catalogue Gaumont, c'est toujours un petit peu les mêmes, et on les compte sur les doigts d'une seule main. Ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, ces films-là ne sont pas en déficit d'exposition, ils n'ont pas besoin d'être aidés. En revanche, tous les autres aujourd'hui sont malheureusement peu représentés, et le public n'y a pas accès de manière légale en dehors du support physique. Et même si vous allez sur les plateformes de vidéo à la demande transactionnelles, on a quand même une bonne partie de notre catalogue qui est aujourd'hui représenté sur les principales plateformes qui sont Amazon, iTunes pour les américaines et mondiales, mais au niveau des françaises, Canal VOD, Orange, même Filmo, Univers Ciné, etc., qui sont aussi des plateformes de vidéo à la demande transactionnelles. Eh bien, si vous voulez faire appel à l'outil de recommandation de la plateforme et attendre qu'on vous suggère un film en noir et blanc, bon courage, parce qu'il va falloir scroller à peu près 25 pages avant de trouver un film en noir et blanc. À moins que vous sachiez pertinemment, précisément ce que vous voulez aller regarder. Aujourd'hui, c'est compliqué qu'on vienne vous recommander, vous proposer du cinéma français en noir et blanc, en dehors des Tontons Flingueurs ou des Barbouzes ou La Traversée de Paris. Qui sont des films un peu emblématiques. Les plus emblématiques de notre catalogue. Mais là, on voit dans les bandeaux, J'accuse d'Abel Gance. Aujourd'hui, c'est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma noir et blanc, et il est peu visible. Guillaume, c'est vrai que le noir et blanc aujourd'hui est un handicap en fait, même s'il y a de nouvelles séries ou des films qui sont tournés en noir et blanc, c'est un parti pris qui fait que, comme c'est moins sexy, ça va être moins bankable ou pas? Ouais, puis je pense que c'est tout un travail aussi pour les plateformes en termes de sourcing, etc., par rapport à une taille de marché qui n'est pas gigantesque, et que donc aujourd'hui, ils n'ont pas de raison, à part effectivement les très grands classiques, les Audiard, etc., mais sinon, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais moi, je me demandais, en termes de constitution de catalogue, vous disiez, donc aujourd'hui, il y a 200 films, il va y en avoir 50 de plus. Comment vous déterminez ce nombre, en fait? Pourquoi, entre guillemets, pourquoi il n'y en aurait pas plus, par exemple? Pourquoi il n'y en a pas plus d'un coup? Ouais, c'est ça. Dès le début, au démarrage. Comment ça fonctionne, en fait, la constitution de ce catalogue? C'est un choix purement éditorial. Aujourd'hui, on dispose d'un catalogue chez Gaumont d'environ 1300 films. Sur ces 1300, il y en a 1200 qui sont parlants, quand même aussi des films
muet. Je rappelle que Gaumont est la plus ancienne société de cinéma au monde, qui a été fondée en 1895, donc des films en noir et blanc, on en a aussi. Oui, des films muets, on en a beaucoup également. Et sur ces 1200 films parlants, on a entre 500 et 600 films noirs et blancs. Si on décide de tout mettre disponible d'un coup, derrière, on n'a plus vraiment d'intérêt d'éditorialiser la plateforme, ça devient compliqué, et les abonnés, on ne peut plus vraiment les allécher avec des nouvelles sorties. D'autant plus qu'on restaure régulièrement, continue, on a un programme de restauration très actif. On a restauré plus de 600 films depuis 2010, noir et blanc et couleur, hein, et on les ajoute au fur et à mesure de ces restaurations sur la plateforme. On découvre de nouvelles sources vidéo, parce qu'on a aussi des films pour lesquels on a un double problème. Soit on a un problème juridique, c'est-à-dire qu'il y a des ayants droit qui n'ont pas encore été renouvelés, et parce que les auteurs de l'époque sont décédés et que maintenant ce sont des successions auxquelles il faut s'adresser, donc il faut renouveler ces droits pour pouvoir exploiter les œuvres. Et parallèlement à ça, au-delà de cette problématique juridique, on a une problématique technique, c'est que certains films, on n'a pas toujours le matériel pour pouvoir en faire l'exploitation. Et ça, tous les ans, on arrive à soit récupérer du matériel, soit récupérer des droits. Et quand on a la combinaison des deux, on peut les exploiter. Donc on vient les mettre également sur la plateforme. Il y a eu quelques ajouts dernièrement. Au mois de septembre, on l'a vu passer. Il y a la marche de Audiard qui a été rajoutée sur la plateforme, par exemple. On n'avait pas de matériel depuis un petit moment. Eh bien, merci beaucoup, Maxime, d'être passé par le plateau de l'Ultra Haute Émission pour découvrir ce Gaumont classique. Hein. Pour tous ceux qui n'ont plus de DVD sur les étagères, eh bien, tout ça étant dématérialisé maintenant pour se plonger dans les grandes heures du cinéma français, hein, notamment. Hein. Gaumont classique, voilà, 50 € par an ou 5 € par mois. Merci Maxime Gruman, directeur vidéo et VOD donc chez Gaumont. Et pour terminer ce nouveau numéro de l'Ultra Haute Émission de la rentrée, tout de suite on accueille Laure Foulquier qui est allée un petit peu regarder ce qui se passe sur les services de SVOD pour rendre hommage encore une fois à la reine Elisabeth. Arrêtez de zapper, c'est avec Laure Foulquier qui nous a rejoint sur le plateau pour terminer UHE. Bonjour Laure. Bonjour François, bonjour à tous. Laure Foulquier qui, vous le savez, dans Arrêtez de zapper, régulièrement dans UHE, vient un peu dénicher les pépites, des thématiques fortes en fait qu'on peut retrouver sur les services de SVOD. Et là, tu as voulu te raccrocher à l'actualité. C'est vrai que la rédaction de Tech & Co est en émoi suite à la disparition de la reine Elisabeth. Et tu t'es posé la question de savoir comment elle était représentée aujourd'hui sur les plateformes de SVOD. Oui, absolument François. Je pense qu'à moins de vivre dans une grotte, vous n'avez pas pu passer à côté de cette actualité. Toutes les rédactions de France sont dessus. Donc la reine Elisabeth est morte le jeudi 8 septembre dernier, après 70 ans de règne. Et donc c'était l'occasion de revenir sur ses nombreuses apparitions à l'écran, au cinéma, en fiction. Elle a été interprétée par une vingtaine d'actrices. Et on sait très bien que la famille royale, Elisabeth II, Diana ont toujours déchaîné les passions dans la culture populaire. Et en fait, la reine a toujours été sous le feu des projecteurs, puisque lors de son couronnement, la BBC a tout filmé et a tout retransmis en mondiovision, c'est-à-dire partout dans le monde. Alors qu'elle avait 25 ans, je crois. Elle a été hyper jeune, elle avait 25 ans, c'était en 1953. Et c'était la première fois qu'un tel événement était transmis dans le monde entier comme ça. C'était une prouesse technique, en fait. Voilà, exactement. Il y a des gens qui ont acheté des téléviseurs exprès pour visionner incroyable. Cet événement-là. Et donc, du coup, on se dit que la reine à l'écran, c'était quand même quelque chose. Et effectivement, dans les séries et dans les films, elle a été pas mal représentée. Déjà, on connaît tous la série The Crown sur Netflix qui a un succès phénoménal bien avant la mort de la reine. Depuis que la reine est morte, les jours suivant son décès, l'intérêt pour la série a grimpé de 165%. Quand même. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disaient je vais la voir, je la verrai à un moment, enfin voilà, et puis là donc il y a eu déjà il y a de très bons retours, les a motivés à regarder cette série. Mais je pense que là les gens se sont lancés, ils ont passé leur week-end devant Netflix. Et ça tombe bien parce que c'est une excellente série. Elle a été la 5e saison qui sort en novembre en plus. Donc le timing entre guillemets. Oui, le timing, en effet. Elle est aussi apparue dans la série Years and Years qui est dispo sur un canal, qui est une mini-série britannique et qui
qui avait prédit la mort de la reine Elisabeth en 2022. C'est assez dingue, mais elle avait anticipé cet événement-là. Elle avait aussi anticipé l'invasion russe en Ukraine. Donc, il y a beaucoup de prévisions qui s'avèrent réalistes. Exactement. Donc là, pour revenir à The Crown, la saison 5 va sortir en novembre sur Netflix et la saison 6 qui était en production et a été mise à l'arrêt par respect pour la reine. Le producteur a déclaré « The Crown est une lettre d'amour pour elle. Je n'ai rien à ajouter pour le moment, juste le silence et le respect. » Donc, on espère que la production va reprendre vite, mais pour le moment, c'est à l'arrêt. Grosse série, The Crown, qui à un moment était l'une des séries les plus coûteuses chez Netflix. Et c'est une série qui fait l'unanimité surtout. C'est-à-dire que ce soit en tranche d'âge, même en termes d'exigence, elle va à la fois réunir des sériphiles un peu plus exigeants que la moyenne, mais aussi du grand public. Elle croise, on est à la croisée des chemins en fait, le sujet, la popularité de la reine fait que ça touche tout le monde, en fait. Ouais, puis c'est très bien réalisé, c'est très bien produit, c'est bien écrit, c'est passionnant. Alors, parce qu'en vrai, sur le papier, même au début, on pouvait se dire... la vie de la reine, et en fait c'est passionnant. C'est aussi lié au fait qu'en couverture média historique depuis 50 ans, c'est le royaume britannique qui a été le plus couvert par toute la presse people du monde. Donc forcément tout le monde a un bout de la reine dans son foyer, quoi. Donc, exactement. Et puis c'est des tranches, c'est des morceaux d'histoire, évidemment Churchill, etc., la guerre, même la retransmission qui a été un événement incroyable, qui a été d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la série, poussé par son mari, en fait, par le duc d'Édimbourg. Ah oui, d'accord. Qui avait C'est lui, lui qui a voulu moderniser vraiment l'image de la famille royale, notamment en la poussant dans les médias. Et d'ailleurs, la reine a regardé la série The Crown. Elle a beaucoup apprécié la première saison, mais un peu moins les autres, apparemment, qui avaient pris des libertés dans la représentation des personnages, qui n'a pas trop plu à la reine. Mais bon. C'est impossible finalement. Voilà, on est obligé à bout d'un moment de romancer. Et c'est de complètement, c'est ça. C'est inspiré de la. Oui, puis plus on avance dans la série, plus on arrive dans les années. Moi, je crois qu'il y a tendu. Le rapport entre Charles et son père. Quand même, son père lui a pas fait de cadeau. Et le petit Charles, il a quand même vécu l'enfer en pensionnat pendant 5 ans, etc. Enfin, et même elle-même sa froideur par rapport à son fils, etc. Au final, on se rend compte que pauvre Charles, il n'avait pas une très belle vie. Il y a eu l'histoire du drame de la mine qui s'était effondrée, qui a été quand même un marqueur parce qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer, mais sa population attendait qu'elle s'exprime. Enfin bref, ça revient effectivement après parce que la première saison, c'est sur sa jeunesse, comment elle a le pouvoir, donc c'est très empathique par rapport à elle. Entre guillemets, le beau rôle. Un petit peu dans les sujets plus compliqués. Voilà. C'est clair. Ça ne s'arrête pas là, ça continue dans les films. Il y a le discours d'un roi qui est plutôt sur son père, qui était bègue et qui a des difficultés à prendre la parole lors d'une allocution radiophonique. Et en fait, c'est toute l'histoire. C'est un super film de Tom Hooper qui est sorti il y a quelques années maintenant. Et voilà, on suit les difficultés de son père. Donc on la voit, elle, petite, et on suit les difficultés de son père dans ces problèmes de bégaiement, tout ça, qui sont quand même compliqués quand on doit prendre la parole en public souvent. Il y a The Queen aussi, qui est scénarisé par Peter Morgan, donc le réalisateur de The Crown. C'est un film qui est sorti en 2006 et Hélène Mirren, donc l'actrice qui joue la reine d'Angleterre, a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice. Donc très bon film aussi. Et j'ai fait une petite sélection de 3 films et de 3 docs qu'on peut retrouver sur les plateformes de SVOD. Donc il y a The Royal House of Windsor sur Netflix, qui est sorti en 2017 et qui est dispo jusqu'à la fin du mois de septembre, donc il faut se dépêcher. Si vous voulez la regarder, c'est 6 épisodes dans lesquels on plonge dans l'histoire de la famille royale, donc pas que sur la reine, vraiment Charles, Diana, on voit leur divorce, leur union. On voit la modernisation donc, de l'image de la famille royale par le prince Philippe qui a poussé la famille vers les médias. Et donc c'est plutôt un documentaire sous le prisme politique et pouvoir. D'accord. C'est dispo donc jusqu'au 27 septembre 2022 et c'est sur Netflix, 6 épisodes. Assez court, donc voilà, c'est plutôt bien fait. Plutôt bien fait. Il y a Becoming Elizabeth qui est dispo sur Starzplay et MyCanal, qui est une toute nouvelle série qui vient de sortir. C'est romancé un petit peu comme une série médiévale, comme on les aime, avec jeu de pouvoir, plaisir charnel et tout ce qui va avec. Elle montre donc les jeunes années de la reine avant qu'elle monte sur le trône, et ça dépeint un peu un portrait sombre de l'Angleterre à une période un peu tumultueuse. Je ne l'ai pas vu. Pour l'instant, les retours sont assez mitigés. Mais bon, il n'y a pas de saison 2 en cours pour l'instant.
C'est pas dans les radars de Guillaume, ça vient de visiblement. sortir. Pas en tête. Pas encore. Donc, c'est qu'à mon avis, elle n'a pas fait un. Ouais, ça a pas fait. Elle est très récente et Après, c'est Stars Play. Hein, c'est Stars Play, voilà. On peut pas miser énormément dessus. Mais bon, elle a le mérite d'exister et peut-être que elle aura son succès. Et pour terminer, un super documentaire qui est dispo sur Arte, qui s'appelle Elisabeth par elle-même. Et en fait, c'est un réalisateur qui a eu accès à plus de 400 films privés de la reine Elisabeth. Et elle commente elle-même ces images. C'est un documentaire de la BBC et donc elle a prêté ces images en mai 2022, donc c'est hyper récent. Elle a commenté le documentaire qui est sorti en juin, qui a été diffusé en juin sur la BBC et en septembre sur Arte, donc c'est hyper récent. Et en fait, voilà, on voit toutes ces archives royales de la reine sur sa jeunesse et c'est elle qui commente. Elle explique l'importance qu'ont ces souvenirs pour elle et sa famille, qu'elle adorait prendre des photos, des vidéos depuis toujours. Et c'est très touchant, c'est très bien fait. Ça a d'autant plus d'impact qu'elle vient de nous quitter, donc forcément. Exactement. Et en plus, c'est inédit, c'est des images inédites. Donc vraiment, c'est 1h17 de documentaire. Foncez, c'est sur Arte. Voilà, et puis en ce moment sur Twitter, il y a cette petite vidéo qui est cette vidéo de promotion des JO qui se déroulaient à Londres avec Daniel Craig et exactement. C'est vraiment très drôle. Et voilà, ça dure 1 minute, mais c'est très amusant. Il y a également son dernier tournage qu'elle a fait avec Paddington. Prennent le thé, et là aussi c'est viral. Et j'ai même vu des gens témoigner en disant j'ai acheté la marmelade qui est dans la petite vidéo en hommage à la reine. Donc, elle aimait bien prêter son image. C'est sympa. Beaucoup de modernité pour une personne qui a franchi en fait les décennies et les générations comme ça, c'est assez impressionnant. Merci beaucoup Laure. Merci à toi François pour ce petit hommage et c'est avec ce rendez-vous que se termine cette ultra haute émission. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne Tech & Co. On se retrouvera le mois prochain bien sûr avec Pascal Le Chevalier, avec Guillaume Boutin. D'ici là, portez-vous bien et à très très vite.